Résumé détaillé de l'épisode 65, partie 2. L'épisode reprend dans un climat de tension extrême. Rogelio est encerclé par la police et garde plusieurs personnes en otage, y compris ses propres enfants. Il refuse obstinément de se rendre malgré les appels au calme. Castillo, le commandant de l'opération, lui ordonne de libérer les otages et tente de le convaincre que c'est la seule manière d'éviter un bain de sang. Mais Rogelio réplique qu'il n'a aucune intention de se livrer et menace de tirer. Il affirme que même si 2 des otages sont ses propres enfants, cela ne l'empêcherait pas de les utiliser comme boucliers humains. Cette déclaration glace d'effroi les présents. Camacho, un autre officier, insiste sur la nécessité de garder le sang-froid. Castillo essaie de négocier, répétant que personne ne doit tirer, qu'il faut éviter un massacre. Mais Rogelio s'énerve, traite son fils de lâche et affirme qu'il va tuer la première personne qui s'interposera. La tension est à son comble, les policiers entourent le bâtiment, les armes sont braquées, et un seul geste pourrait déclencher une fusillade. Dans ce chaos, Camila se sacrifie héroïquement. Rogelio perd son équilibre mental et, dans son délire, finit par abattre Camila. Son geste plonge tout le monde dans l'horreur. Les policiers interviennent immédiatement, et Castillo parvient enfin à maîtriser Rogelio. Celui-ci est arrêté et mis au fer. Les agents l'informent de son arrestation officielle. Rogelio, furieux, tente de résister, mais il est accablé par les accusations: corruption, espionnage industriel, évasion fiscale et surtout le meurtre de Francisco et de Camila. Il comprend qu'il ne sortira pas de prison de sitôt, car ses crimes ne lui permettent pas d'obtenir une libération sous caution. Les autorités annoncent qu'il sera transféré rapidement au pénitencier en attente de son procès. Après l'arrestation, la tension retombe lentement, mourant ainsi pour sauver ses compagnes. Gabriel remercie profondément Juana. Il reconnaît que c'est grâce à elle et à sa petite fille qu'il a pu démontrer son innocence et faire éclater la vérité. Juana, émue, lui répond qu'ils étaient faits pour se retrouver et s'épauler. Elle rappelle d'ailleurs avec humour toutes les coïncidences étranges qui les avaient réunis dans le passé, même lors d'accidents inattendus. Leur complicité ressort clairement dans ce moment de soulagement après la tempête. Puis l'attention se tourne vers le bébé. Juana explique à Gabriel qu'elle vient de nourrir le petit, qu'il a bien mangé et qu'il est en parfaite santé. L'atmosphère est à la fois tendre et fragile, car chacun pense encore au danger qui vient de passer. Mais soudain, une nouvelle dispute éclate. Camila intervient une dernière fois, et un échange violent se produit. Manuel et Paula tentent de la calmer et l'exhortent à partir. Camila, blessée, finit par s'effondrer, sous le choc de la balle fatale que sa mort laisse tout le monde dévasté. Manuel et Paula hurlent son nom dans un désespoir absolu, incapables de croire ce qu'ils viennent de vivre. Pendant ce temps, une scène parallèle plus intime se déroule ailleurs. Une femme prépare le repas de son compagnon avec beaucoup d'attention: poulet, salade, tortilla. Elle lui rappelle qu'ils doivent sortir ensemble pour danser dans la soirée. Cette scène domestique, plus légère, contraste brutalement avec le drame principal, mais elle souligne que malgré la violence, la vie continue avec de petits gestes d'amour et de tendresse. Elle lui parle de projets d'avenir, de leurs habitudes, et insiste sur le fait qu'il ne doit pas oublier leur rendez-vous. Cette tendresse ramène un peu de normalité après la violence des précédents instants. Ensuite,
Une discussion a lieu entre lui et Felipe. L'un d'eux explique son projet de partir à Jalisco pour ouvrir un petit atelier au bord du lac de Chapala, qu'il appellera El Chalan Chilango. Ils évoquent leurs rêves d'avenir, la nostalgie de devoir se séparer, mais aussi l'espoir d'une vie meilleure. L'émotion est palpable. Même si cela signifie quitter des proches, ce sacrifice se fait dans l'espoir d'un futur plus heureux. Ils se promettent de se soutenir malgré la distance. De leur côté, à l'entreprise, l'ambiance est aussi à la reconstruction. Ils discutent avec Enriqueta et constatent que l'entreprise est enfin revenue à sa place légitime, mais reconnaît qu'il faudra encore du temps pour retrouver le niveau des ventes de l'époque où Gabrielle en était à la tête. Elle annonce qu'elle va démissionner, fidèle à la promesse faite quand Gabrielle aurait réglé ses affaires. Même si ses collègues tentent de la retenir, elle insiste. Personne n'est indispensable et Daniela est suffisamment compétente pour assumer ses fonctions. Elle demande qu'on lui fasse confiance et qu'on lui laisse cette opportunité. Ce départ symbolise la fin d'un cycle et l'ouverture d'une nouvelle ère. En parallèle, une conversation a lieu entre des proches de Juana. Ils rappellent combien Rogelio est dangereux, presque démoniaque. L'angoisse est encore forte, mais l'une d'elles propose qu'au lieu de se consumer dans la peur, ils se rendent à l'église pour prier. Selon elle, leur foi leur apportera plus de force que de rester enfermés dans l'angoisse. Ils décident donc de partir, convaincus que c'est ainsi qu'ils peuvent apporter un soutien réel à Juana et à Gabrielle. Enfin, le moment de vérité arrive. Rogelio est officiellement inculpé. Les chefs d'accusation sont lus devant lui: corruption, espionnage, évasion fiscale, et surtout l'assassinat de Francisco ainsi que celui de Camila. Sa liste de crimes est si longue qu'aucun juge n'accepterait de lui accorder une libération sous caution. Il est décidé qu'il sera immédiatement transféré en prison en attente de son procès. Dans la foule, Manuel et Paula assistent à cette scène avec un mélange de soulagement et de douleur. Ils remercient Dieu d'être encore en vie, mais sont brisés par la perte de Camila, dont le sacrifice les a sauvés. Un peu plus tard, Manuel raconte à sa mère ce qu'il a vécu. Il explique, encore sous le choc, que son père les avait utilisés comme boucliers humains et qu'il n'avait pas hésité à tirer sur Camila. Il répète en larmes que c'est elle qui leur a sauvé la vie en se sacrifiant. La mère l'étreint et tente de le consoler, même si elle est elle-même effondrée. La douleur familiale est immense. Perdre une fille de cette manière, tuer, est un drame insoutenable. Pendant ce temps, dans un hôpital, les proches de Salvador attendent avec inquiétude des nouvelles. Il a été blessé et transporté en urgence au bloc opératoire. Jenny explique au téléphone que Gabrielle et Juana voulaient venir, mais qu'elle les en a dissuadés. Il vaut mieux qu'ils restent avec leur enfant et qu'ils gardent des forces. Les médecins font tout leur possible. Elle raconte à ses amis comme la balle avait traversé son gilet pare-balles, et qu'elle avait immédiatement veillé à ce qu'il soit pris en charge. Tout le monde reconnaît qu'elle a agi à temps. Ils savent qu'il ne reste plus qu'à patienter et prier pour sa guérison. Les proches soulignent le courage et la générosité de Salvador. Il s'inquiète toujours pour les autres, au détriment de lui-même. C'est cette abnégation qui fait de lui un bon policier. Malgré la peur, ses amis et sa compagne répètent qu'il est fort, qu'il saura s'en sortir, et qu'il mérite de revenir en vie pour continuer sa mission. C'est la fin.